Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau format de vidéo puisque je vous emmène à la rencontre d'une autrice de bande dessinée, Tanny Juguin, qui est par ailleurs une de mes très grandes amies. Je suis ravie d'inaugurer avec elle ce nouveau cycle de vidéos. En 2019, Tanny Juguin a publié sa première bande dessinée Mentawai avec le co-auteur-dessinateur Jean-Denis Pendanx aux éditions Futuropolis. Mentawai, c'est l'histoire d'une Française qui est partie à la rencontre de la tribu des Mentawai, justement caméra au point, pour découvrir leur culture. Cette histoire est largement inspirée de celle de sa scénariste, puisque Tanny vit une bonne partie de l'année en Indonésie chez les Mentawai sur l'île de Siberut, donc quand les frontières étaient encore ouvertes. Mais elle en parlera beaucoup mieux que moi, donc on va tout de suite retrouver Tanny. Salut Tanny. Salut Aurélia. Bon, on y va? Oui, je peux boire le café en même temps. Ah ouais, bien sûr, ouais. Bon bah allez, c'est parti. Je voulais te demander un petit peu, toi, quel était ton lien avec la littérature? Qu'est-ce qui t'avait amené à écrire cette bande dessinée? Écoute, le lien avec la littérature, je l'ai depuis toute petite. J'ai surtout lu en fait des romans, je lisais pas du tout de bande dessinée. Quand j'étais même jusqu'à la fin de l'adolescence, je pense que j'avais pas lu de bande dessinée. J'étais très portée sur les romans, la fiction, etc. Et en fait, la bande dessinée s'est imposée à moi dans la manière de construire le récit que j'avais envie de faire. C'était la bande dessinée, le média idéal, et c'est en partie à travers ce projet que j'ai découvert en fait le, tout le monde, l'univers de la bande dessinée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une bande dessinée? Pourquoi une bande dessinée en particulier, en fait? La première chose, ça a été vraiment le partage avec les Mentawai parce que j'avais envie de raconter une histoire autour d'eux, autour des familles que je fréquentais. Et je voulais pouvoir la partager avec eux. Or, un roman, ça se partage pas facilement, alors qu'une bande dessinée, il y a des images. Ça a été vraiment la première intuition. Je me suis dit comme ça, ils pourront vraiment voir, presque lire le livre. Et puis, en faisant de la bande dessinée, j'ai aussi découvert à quel point c'était savoureux en fait d'écrire un scénario de BD, quoi. Ça ressemble à rien d'autre et en même temps ça ressemble aussi à l'écriture de film. Enfin, c'est vraiment de l'écriture à travers le synopsis, le scénario. Il y a vraiment une construction scénaristique que j'aime beaucoup en fait. Toi, à la base, tu dessinais un peu? Pas du tout. Non, non, non. Et d'ailleurs, j'ai réalisé quelques temps après que j'avais eu envie de raconter mes premiers voyages en BD à travers des dessins. Mais en fait, je suis vraiment absolument nulle en dessin. Et donc, je m'étais dit, je ferais jamais de bande dessinée. Je pensais pas que c'était accessible à celles et ceux qui savaient pas dessiner, en fait. Bah oui, c'est vrai que c'est étrange d'avoir l'idée de faire une bande dessinée alors que toi-même, tu pratiquais pas spécialement le dessin. Et finalement, ça a été plus facile parce que si en plus j'avais dû dessiner, il faut quand même beaucoup, beaucoup de talent pour faire à la fois le scénario et les dessins. C'est vraiment quelque chose. Tous les auteurs qui font ça, je les admire énormément, ouais. Et alors, quand tu as eu l'idée de cette bande dessinée, est-ce que tu savais déjà l'histoire que tu allais raconter? Oui et non. La réponse, super, tu sais. Oui, dans le sens où je connaissais les personnages, clairement. C'était clairement Théo Jarto, Théo Lepone et leur famille que je voulais mettre en scène. Je voulais donner peut-être une place au départ plus importante à Théo Jarto, dans le sens où je voulais le faire raconter vraiment, le faire parler. Et en fait, ça n'allait pas dans le récit, ça ne pouvait pas se tisser correctement. Et, euh, et j'avais besoin du personnage de Tanny pour assumer la subjectivité, assumer le regard extérieur et, et, et être clair dans la position dans laquelle je me plaçais, en fait, en tant que celle qui fait l'histoire, tu vois. J'en avais tellement marre de voir des documentaires sur les Mentawai ou sur d'autres tribus qui t'avais l'impression que la caméra était tombée au milieu et tu savais pas du tout qui était derrière cette caméra et ça faisait comme si il s'agissait du quotidien, alors que dès qu'il y a une présence, elle change forcément la donne. Enfin, je veux dire, c'est la première chose qu'on apprend en ethnographie, c'est que l'ethnographe, quand il débarque auprès des gens, il modifie l'espace, il modifie le lieu et les interactions. Et du coup, c'était de pouvoir dire, voilà, en fait, c'est moi qui étais là, et à travers moi, j'ai découvert ça, et à travers moi,
vous pourrez rencontrer les Mentawai, mais c'est ce regard-là que je pose, quoi. Ok. Et en fait, c'était pas dans l'intention de faire un récit autobiographique sur toi, ta découverte des Mentawai. Pas du tout. C'était vraiment pour poser là d'où je parle. Et ce que j'ai découvert des Mentawai, je l'ai découvert en tant que Française, en tant que Blanche, en tant que femme, en tant que, je sais pas moi... Témoin extérieur un peu quand même si tu as une certaine légitimité. Mais complètement, mais complètement. Et du coup, l'idée, c'était pas de faire croire que j'étais Mentawai et j'aurais jamais eu la même interaction avec les Mentawai si j'avais été un homme, ou si j'avais été grosse, ou si j'avais été noire, ou si j'avais été indonésienne, en fait. Et donc, l'idée, c'était vraiment de dire, voilà d'où je parle. Comment tu classerais cette bande dessinée? Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est quoi? Quel genre, en fait? Quelle étiquette, entre guillemets? Moi, j'ai été très inspirée par les BD reportages, ce qu'on appelle les BD reportages, tout ce qui est Emmanuel Lepage, Étienne Davodo. C'était vraiment l'idée. Mon idée, c'était de faire ça. Et en fait, ça reste une fiction, quoi. Donc, une fois que tu avais l'idée de faire cette bande dessinée, que tu avais un petit peu un semblant d'histoire, comment concrètement tu t'es mis à l'écrire? Quelles ont été les premières étapes d'écriture? La première chose, ça a été d'en parler avec Théo Jarto, de lui demander ce qu'il en pensait, de savoir ce qu'il aurait envie de lui de raconter. Et à ce moment-là, il est venu en France pendant un mois pour pour une conférence autour du climat, etc. Et je me souviens très bien que dans les voyages en voiture, on discutait de plein de choses autour du rapport à l'image aussi, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à noter plein d'éléments que j'avais envie d'intégrer dans le récit. Et puis, j'habitais à Nantes à ce moment-là. J'avais envie de travailler dans un atelier d'artiste. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être compliqué. Les ateliers à Nantes, ils étaient pleins, que c'était cher de toute façon, il faut payer. Et moi, j'avais même pas le RSA, en fait, parce que j'étais trop jeune. J'avais une vingtaine d'années. Et donc, aucun revenu. Et je voulais vraiment consacrer tout mon temps à ça. C'est là que j'ai eu l'idée, finalement, de construire cette maison au Mentawai. Et donc, j'ai habité pendant, je crois, 5 mois dans la maison, qui était parfaitement située entre le village de Muntei, tout près de la rivière qui remonte vers Boutouy et près de la côte. Donc, j'avais quand même l'électricité, un petit peu de réseau téléphonique. Et quand je voulais, je pouvais monter en forêt. Et en même temps, j'avais vraiment mon espace parce que les Mentawai sont quand même dans un mode de vie communautaire qui peut être assez épuisant, en fait. Après quelques jours, voire quelques semaines tous ensemble, en fait. Donc là, j'avais vraiment mon espace pour écrire. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment pris plein de notes, vraiment ethnographiques, de données. J'ai vraiment recueilli les données dont j'avais besoin pour écrire une histoire, notamment tu sais, les premières planches. Et puis, j'avais envie que Théo Jarto parle. Alors, j'avais fait beaucoup de poésie sur autour de ce qu'il racontait, tout ça. Mais c'est vraiment au retour en France que là, je me suis enfermée dans ma chambre d'étudiante à l'époque à Nantes, là. Et là, je suis littéralement restée 3 mois sans sortir quasiment de chez moi. Je travaillais tout du soir, enfin de la fin d'après-midi jusqu'à l'aube. Et j'écrivais. Et à ce moment-là, tu savais comment faire une BD? Tu t'étais déjà un peu renseignée? Je m'étais renseignée, ouais, en rentrant en France et tout ça. J'avais pris des contacts, des copines qui m'avaient envoyé des exemples de storyboard et tout ça. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais aucune idée, en fait, de comment on passait de l'histoire à des planches, en fait. J'ai aussi été beaucoup aidée par un livre qui s'appelle La dramaturgie de Yves Lavandier, qui explique comment écrire une histoire. J'ai eu la chance de rencontrer des auteurs de bande dessinée comme Emmanuel Lepage, qui m'a énormément accompagnée, où vraiment on échangeait sur les réflexions autour de ce que c'est que l'écriture et la place qu'on prend dans le récit, etc. Enfin, j'ai vraiment été super bien accompagnée sur ce projet, donc ça, c'était super. Et en même temps, complètement enfermée chez moi pendant un temps où je pouvais même pas aller prendre un café avec un copain parce que ça me perturbait. J'étais plus dans mon histoire. Et pour ce premier récit, je me suis vraiment concentrée. Et finalement, j'en ai fait un dossier même type que les dossiers de films qu'on peut envoyer demande de bourse au CNC ou je ne sais quoi, avec un synopsis, un résumé, les personnages principaux, la note d'intention.
Et j'ai commencé à démarcher des éditeurs. Et est-ce que, comment tu t'es lancé dans ce premier jet? Est-ce que tu t'es lancé à corps perdu? Est-ce que tu as fait un plan? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as fonctionné concrètement? À corps perdu, c'est clairement ça. Mais j'avais vraiment cette conscience que la structure est essentielle. La dramaturgie m'a vraiment appris qu'il fallait un bon scénario, sinon l'histoire, elle tiendra pas le coup, quoi. Donc j'avais cette volonté de structurer, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps de trouver comment. Et puis aujourd'hui, je pourrais te dire, bon, finalement, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, et si comme, enfin, évidemment. Mais concrètement, quand tu dis que tu avais conscience qu'il fallait structurer et que tu as structuré, comment tu t'y es pris pour structurer? J'ai repris, je pense, le truc un peu classique de situation initiale, objectif, obstacle. Tu vois, j'avais vraiment cette image de, voilà, ça c'est devenu c'est le but, et il y a tel obstacle, et j'ai cherché aussi. Les personnages, c'était facile parce qu'en fait, c'était des vrais personnages, donc j'avais pas tellement à les caractériser, si tu veux. Je les avais choisis pour leur caractère déjà de base. Mais oui, j'étais vraiment partie sur ce plan classique de objectif, obstacle, et et tous ces fils qu'il fallait tirer, tu sais. Quand tu démarres une histoire et que tu reprends le fil un peu plus loin, quand tu teases vraiment les choses. Et j'avais fait une première version, je crois que j'avais une version à un moment de quasiment 90 pages, qui était énorme, où je crois que j'ai commencé par ça, par dire tout ce que je voulais dire, qui reprenait un peu mes voyages aussi, beaucoup plus, des scènes que j'avais vécues en voyage et tout. Et après, j'ai tout affiché sur les murs de ma chambre, de mon appart à l'époque. Et là, je me suis reconcentrée, j'ai refait un plan et j'ai énormément élagué de choses pour vraiment qu'il y ait ce fil et créer cet engrenage, en fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Il y a un point de départ, il y a ça qui s'enclenche et ça enclenche ça, et donc ça crée un engrenage. Tu sais que là, c'est un truc, c'est un truc que je viens tout juste de comprendre, moi. C'est vrai? Mais on n'en avait pas déjà parlé? Mais si, on en a parlé, mais théoriquement, j'avais le truc en tête, mais dans la pratique, je n'arrivais pas à le mettre en pratique. Et là, il y a eu un élément déclencheur et là, ça y est, quoi. Je suis dans l'engrenage. Mais attends, il a fallu 4 ans, quoi. Mais c'est très difficile, hein. Non, mais c'est vraiment difficile, ouais. Oui, je comprends. Surtout que toi, tu es partie vraiment du côté de tes voyages, quoi. Ouais. Tu es partie de ton expérience très personnelle, comme moi, en fait. Ouais, de ton ouais. expérience très personnelle, et à partir de ça, tu en as fait un récit. Ouais. Un roman, en fait, même. Une fiction pure, quoi. Et donc, en fait, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, en gros, tu as commencé en écrivant tout ce que tu voulais dire. Donc là, à ce moment-là, tu n'avais pas vraiment de plan. Ensuite, quand tu avais ces 90 pages de texte, tu t'es dit, bon là, il va falloir que je condense, que je structure, tout ça. Donc, tu as fait des coupes à ce moment-là, et c'est à ce moment-là, en fait, en faisant ces coupes-là, que tu as commencé à faire ton plan, en fait. Ou alors, tu as fait ton plan et après, tu as fait tes coupes. Peu importe, mais... Je suis en train de réaliser que j'avais fait un plan. Au tout début. J'avais fait un plan précis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Claude Gendreau, mon éditeur, que j'ai signé le contrat. Et une fois le contrat signé, j'ai tout lâché, j'ai tout écrit et j'ai recondensé. Mais j'avais quand même un plan avec une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Donc, c'est avec ce Mais il m'a plan... quand même fallu tout lâcher, et j'avais conscience que j'allais devoir condenser ensuite, mais je sentais aussi le besoin de dire ce que j'avais à dire, et ensuite je pouvais l'enlever, tu vois. Et du coup, Ouais, je comprends. Et du coup, ça veut dire que le plan que tu avais à la base, tu l'as pas du tout suivi. Bah, je pense que si, parce qu'au final, faudrait on pourrait peut-être retrouver mon dossier que j'avais envoyé aux éditeurs, mais c'était très précis dans mes intentions. C'est dans la mise en scène après que j'ai dû vraiment éluder, ouais. Ok. Élaguer. Ouais. Ça marche. Ok. Et alors, du coup, tu parles souvent de ton éditeur. Comment tu as réussi à trouver un éditeur? Comment ça s'est passé? Écoute, j'en ai rencontré 3 des éditeurs.
Et ma rencontre avec Claude Gendreau a été extraordinaire. Enfin, je pense que Claude Gendreau est un homme extraordinaire. Et en fait, on s'est tout de suite bien entendu, je crois. Et moi, déjà, c'était pour moi, les éditions Futuropolis, c'était les éditions de mes rêves de base. Et Claude Gendreau, je pense il est à la fois excellent et humainement, je sais pas, je pense que c'était vraiment l'éditeur de mes rêves, quoi. Avant même de le rencontrer, c'était déjà lui. Et en fait, le fait de le. Et à la rencontre, c'était. Il était encore mieux que ce que j'imaginais, en fait. Il a vraiment été sur ce projet un éditeur parfait. Ouais, autant dans mon accompagnement que la gestion de notre relation avec Jean-Denis Pendanx aussi. Il est venu en voyage avec nous. Enfin, ça a été vraiment ouais, extraordinaire. Et je pense il est très doué aussi. Quel travail éditorial vous avez fait ensemble, justement? Disons qu'il m'a vraiment accompagnée dans l'écriture du récit, sans jamais me restreindre ou me forcer à changer de direction. Disons qu'à chaque fois qu'il avait une critique, son argument me parlait, quoi. Son argument était convaincant et je me disais, bah oui, effectivement, il faut que je change ça, il faut que je travaille ça. Mais à aucun moment, il m'a dit, ça, c'est pas bien, ça, il faut pas que tu le fasses. Je me souviens que quand je voulais écrire, par exemple, des passages de texte de Théo Jarto, il m'avait dit que selon lui, le récit serait pas assez fluide. Mais voilà, il m'a dit, essaye et tu verras. Et j'ai vu, et ça, c'était pas fluide. Et du coup, j'ai changé. Mais tu vois, du coup, j'ai eu l'impression que ça venait de moi. En fait, il a été un excellent guide, tu vois. Ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment le rôle d'un éditeur, c'est d'arriver à te faire accoucher de ton texte, en fait. Bien sûr, ouais. Et alors j'ai aussi l'impression que ça se passe pas du tout de la même manière en bande dessinée que dans l'édition pour des romans, quoi. Parce que toi, tu l'as trouvé beaucoup plus en amont que généralement pour un livre, pour un roman. En fait, même, je pense que, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que les éditeurs même de bande dessinée préfèrent quand c'est pas fini parce que tu peux le travailler avec lui, quoi. Ouais, c'est comme pour un film, en fait. C'est très drôle. C'est pareil que pour un film. Un film t'envoie un projet de film et tu viens pas avec ton projet fini. Alors qu'un livre, tu viens avec ton livre fini et après tu retravailles avec l'éditeur. Mais il faut déjà qu'il soit fini, quoi. Peut-être que c'est le cas aussi pour les scénarios de bande dessinée. En fait, ça dépend aussi de comment tu connais déjà l'éditeur, tu vois. Enfin, il y a des auteurs, ils vont voir leur éditeur et ils disent, tiens, j'ai envie que ce soit pour des romans ou des bandes dessinées, j'ai envie de faire un truc sur ça. Quand l'éditeur connaît déjà la personne, il va dire, bingo, vas-y, je te fais confiance. Mais quand tu es inconnu aussi, tu as besoin de prouver que ça va être bien, quoi. Et toi, tu étais inconnu. Oui, bien sûr. Et alors, oui. comment t'es rentré en contact? T'as juste envoyé ton projet, quoi. Pour Claude Gendreau, j'ai eu la chance d'obtenir son adresse mail via Emmanuel Lepage, ce qui est quand même une sacrée porte d'entrée. Ça ne veut pas dire que Emmanuel a dit à Claude, tu vas voir, c'est super ou quoi que ce soit. Mais déjà, l'attention n'est pas la même. Quand ça vient d'un mail inconnu ou quand ça vient vous écrit de la part d'Emmanuel Lepage, forcément, tu as tout de suite une attention plus particulière. Mais après, c'est vraiment la rencontre qui a été déterminante, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Pour les autres, ça a été... Il y en a un qui m'a démarché et un autre que j'ai contacté grâce à, pareil, un autre auteur de bande dessinée qui m'avait donné son mail et on s'était rencontrés en visio. Mais voilà, avec Claude Gendreau, ça a été un peu l'évidence. Et puis, Futuropolis aussi paye mieux ses auteurs, quoi. C'est vrai qu'en termes financiers, il y a un des 3 éditeurs, quand je lui avais dit, bon, j'ai choisi de travailler avec Futuropolis aussi parce que je les admirais et tout, ils m'ont dit, on n'a pas pu vous payer autant, donc tant mieux pour vous, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'argent concrètement? Moi, je suis tout à fait disponible pour parler d'argent, il n'y a pas de problème. J'espère que les éditeurs m'en voudront pas trop. T'as reçu combien d'avaloirs pour cette bande dessinée? 8 000 bruts. D'accord. Pour moi, 8 000, c'était vraiment inatteignable, quoi. Quand je disais que voilà, je voulais
enfin, vraiment, mon projet de base, même quand je rencontrais des auteurs professionnels, que j'étais inconnue, que j'avais jamais écrit de scénario, que je voulais faire un grand format, couleur directe, ce qui prend plus de temps, hein. Couleur directe, dessin réaliste, enfin vraiment le top du top. On me disait, ils vont pas financer ça, enfin, t'as beaucoup d'espoir, quoi. Genre, personne va financer ça. Et Claude Gendreau m'a fait confiance. Jean-Denis Pendanx aussi, le dessinateur, m'a fait confiance. Enfin, toutes les équipes de Futuro, en fait. Mais j'aurais jamais... c'était déjà très bien payé, en fait, 8 000 pour ce monde-là, en fait. Ouais. Et le scénariste en BD est payé un tiers. Enfin, en gros, le scénariste touche en moyenne un tiers et le dessinateur 2 tiers. D'accord. Ok. Parce qu'on considère que le dessinateur, il a plus de temps de travail et qu'un scénario, ça peut s'écrire en 6 mois, quoi. Et est-ce que derrière, tu as touché des droits d'auteur en plus? Pas encore, non. Pas encore. La BD, elle s'est vendue à combien d'exemplaires? Là, j'ai pas le chiffre officiel, Ouais. mais je crois hein, Ouais. qu'on est à 5000 exemplaires. D'accord, ok. Est-ce que ça a atteint, comment dire, le montant de tes avaloirs ou pas? Je suis pas sûre. Non, je crois pas. C'est pas. Ok. Je crois pas. En même temps, j'ai pas les détails là. D'accord, ok. Une fois que tu avais achevé ton premier jet, que tu as restructuré, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retournée au Mentawai, mais cette fois-ci avec mon éditeur, avec le dessinateur, et on a soumis le scénario au Mentawai, en fait. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, eux? Écoute, ça leur a plu. Après, je l'ai pas lu, je l'ai lu à Théo Jarto, à Théo Lépone, enfin, aux personnes qui étaient vraiment très impliquées de base. Et eux étaient très, très contents. Je me souviens qu'ils n'avaient rien à redire. Le gros travail, en fait, ça a été ensuite de corriger en quelque sorte les planches de Jean-Denis. Parce que donc il a fait des brouillons à partir de mon scénario, des brouillons. Et en fait, sur chaque page, si on voulait que ce soit juste ethnographiquement, il fallait ne pas oublier dans telle cérémonie les plumes de poulet que porte tel sikéré sur le torse, tel geste il peut pas se faire, telle couleur ça va pas. Et donc il fallait revoir vraiment chaque détail. Et ça, Théo Lépone et Théo Jarto ont énormément accompagné ce travail-là. Bah, en fait, c'est eux qui ont fait ce travail-là même, hein, clairement. Et donc, à la fois, ils étaient très critiques et à la fois, je pense, très contents de pouvoir le faire et d'avoir un résultat où il y a pas d'erreur ethnographique, en fait. Et toi, c'était important aussi pour toi qu'il n'y ait pas d'erreur ethnographique? Pour moi, c'était essentiel. Et je pense que pour les Mentawai, ça l'était aussi. Enfin, je me serais faite super engueulée si ça n'avait pas été le cas. Et là, je pense qu'ils étaient vraiment très heureux de pouvoir transmettre ça et d'être vraiment écoutés, d'avoir leur part, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es retrouvée un peu bloquée? Bloqué dans quoi? Bah, dans ton écriture, que tu savais plus où aller, que tu étais perdue. Non, pas trop. C'est vrai? Non, je te jure. Attends, je réfléchis, hein, ça se trouve ma mémoire à zapper ces moments-là, mais si, il y a forcément des moments où tu regardes, par exemple, où j'avais justement ce mur de feuilles où tu es là, bon, voilà. Mais après, les moments où vraiment je ralentissais, c'est quand tu as un détail, tu n'arrives pas à régler, et du coup, qui bloque tout. Mais du coup, tu travailles ce détail et tu n'as pas l'impression d'être complètement bloqué. Là, je suis sur un nouveau scénario et là, à des moments, je bloque vraiment fort. Et les Mentawai, ça ne m'est pas du tout arrivé comme ça. Ouais, ça sortait de toi, c'était fluide, quoi. Tu avais de la matière. Oui, j'avais de la matière, ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai que... Ouais, c'est ça, c'est le côté où tout d'un coup, tu sais plus comment positionner Tani, quoi. Quelle subjectivité, est-ce que tu mets du texte, est-ce que tu sais une espèce de voix off, est-ce que tu n'en mets pas? Et tout d'un coup, en 3 jours, tu sais plus quoi faire parce que si tu as de la voix off ou pas, ça change tout. Mais ça m'empêchait pas de travailler, tu vois.
Et ça t'a pris combien de temps l'écriture de ce texte, tu dirais, ce scénario? Bon, ça faisait déjà 4 ans que je connaissais les Mentawai. Donc déjà, il y a quand même quelque chose qui mûrit, je pense, et une légitimité aussi qui grimpe, tu vois, enfin un sentiment de légitimité qui grimpe, qui s'installe. Je me souviens, il y a eu cette période de 5 mois où j'ai recueilli plein de données. Et cette période de 3 mois où je me suis enfermée. Ensuite, j'ai cherché des éditeurs. Ensuite, ça a pris, je pense, à partir du moment où j'avais ce contrat d'édition et où j'ai pu me lancer pleinement dans l'écriture, ça a été 3 mois. 3 mois de passer du synopsis au scénario. Et puis encore après, 3 semaines de voyage au Mentawai où on a tout refait, enfin tout vérifié avec les Mentawai, corrigé des choses, etc. Et Jean-Denis, lui, a travaillé sur les dessins pendant 1 an. D'accord. À temps complet, enfin plus que temps complet, il travaille le dimanche et tout ça. Ah ouais. Ces périodes-là d'écriture intensive, où je te dis là 3 mois, là 3 semaines, on peut pas les détacher du tout des périodes de gestation. De gestation en fait, parce que tu as aussi besoin en fait de nourriture intellectuelle, tu as besoin de vivre tout simplement, et en fait dans ta tête ça mûrit pendant ce temps-là. C'est-à-dire que tu vas aller voir des amis, tu vas faire la fête, tu vas avoir des discussions hyper inspirantes, tu vas dormir, tu vas, je sais pas moi, voyager, peu importe, ou rester chez toi à regarder Netflix, peu importe. Et ben pendant ce temps-là, en fait, ça va mûrir, et ça, c'est vraiment absolument, c'est presque du temps de travail en fait, parce que ça mûrit dans toi, et tu peux pas dire bon bah en 3 semaines en 3 semaines ou 3 mois c'est plié. De toute façon, tu peux écrire. Moi, j'ai récemment eu une remarque comme ça. En fait, je bloquais sur un scénar. Et pendant plus d'1 mois, mais la page blanche absolue. Et une nuit, paf. Une nuit, alors là, tout est sorti, j'ai tout réécrit. Le lendemain, c'était envoyé. Et je l'ai dit après, je dis, ah, en une nuit, c'est venu. Il dit, bah, tu vois, collaborateur, il me dit, bah, tu vois, il te suffisait d'une nuit, quoi, de travail. Et j'étais là, genre, pas du tout. Non, 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 ça fait 1 mois, là, que ça mûrit, en fait. Tu vois? Ouais, Et le temps est complètement. Enfin, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment savoir, quand on écrit comme ça, prendre soin de soi, avoir vraiment un rythme de vie correct et ne pas culpabiliser parce qu'on se repose ou parce qu'on lit. Enfin, il faut vraiment trouver l'équilibre, et le temps de travail est complètement différent et difficile à gérer. Je sais pas comment l'exprimer, tu vois. Mais du coup, moi, je divise vraiment ma vie certes en temps de travail, mais des temps de pause pour pouvoir mieux travailler derrière. Enfin, je comprends. Ouais, en fait, c'est comme si tu avais des temps de gestation, puis des temps où tu as couché de ton texte, quoi, en gros, quoi. Bah, clairement, ouais. Et alors, du coup, justement, dans les temps où tu es en phase d'écriture, parce que c'est vrai que les autres, c'est pas trop comptabilisable, on sait pas trop ce qui se passe, en fait, concrètement, puis c'est personnel à chaque fin. Est-ce que toi, tu avais une organisation d'écriture, une routine d'écriture, des rituels, des habitudes? Tout à fait. Qui ont complètement changé, d'ailleurs. En fait, au moment où j'ai écrit Mentawai, je travaillais à partir de 17h, je pense, jusqu'à l'aube. Vraiment, c'était mon rythme de travail, et la nuit me permettait en fait de n'avoir rien d'autre à faire. Moi, j'avais aucune chose à faire. Aucune Ce que distraction. j'avais à faire, aucune distraction. Ce que j'avais à faire, c'était dormir après. Tu vois, il y avait personne qui potentiellement allait m'appeler à 3h du matin. A priori, j'avais pas la CAF à appeler, j'avais pas. Et du coup, j'avais aucune distraction, et j'adorais aller travailler dans les cafés. J'avais des cafés précis, des cafés où il y a la musique, mais pas trop en français pour pas que ça me perturbe, et plein de gens, mais assez pour que ça fasse du brouhaha et que je distingue pas les conversations non plus. Donc j'avais un peu mes lieux habituels, et très souvent je partais quand ils fermaient, quoi. Donc j'avais mes petits rituels, aller prendre le thé. À Nantes, c'était typiquement le café culte pendant une longue période, et après je rentrais, et jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Je pense qu'il y a un côté même
comme quand tu as bu de l'alcool, quoi. Quand tu es fatigué, t'es presque drogué de manque de sommeil, et donc c'est beaucoup plus instinctif aussi. Donc, c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Après, je dormais jusqu'à midi, 14h. Et ma proprio était outrée de me voir à 15h en pyjama. Elle ne comprenait pas que je travaillais la nuit, en fait, et que je ne sortais pas de chez moi. Et je me nourrissais très mal. Et aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de prendre un rythme où je commence à 9h, enfin, je me lève, je fais mon café, et à 9h, je travaille, quoi. Et j'essaye de me couper aussi d'Internet et tout ça. Là, j'ai plus de box, donc c'est pas facile. Mais où vraiment, je m'isole. Et l'après-midi, par contre, là, je m'autorise un peu plus d'interaction en termes de travail. Mais j'essaye vraiment d'avoir des horaires de travail 9h, 17h et de m'interdire de travailler le soir et le week-end. Parce qu'en fait, à une époque, je faisais que ça. J'étais capable de me réveiller en sursaut à 3h pour écrire et j'avais aucune journée de pause. Et socialement, c'est difficile, en fait, après quelques temps. Et je pense qu'il faut être jeune aussi pour tenir ce rythme-là. En tout cas, c'est sain, je trouve, d'avoir un... Alors que là, tu es un peu vieille, bon. Ouais, là, ça y est, je vieillis. Les mêmes parents commencent à me dire que je suis plus bonne à marier, quoi. Vraiment, c'est pas bon, quoi, ça. Donc, en tout cas, ouais, j'essaye de m'interdire, mais je me sens moins efficace, tu vois. Vraiment, clairement, quand t'as pas l'inspiration et qu'il est l'heure de travailler et que tu n'y arrives pas, c'est hyper frustrant, quoi. Enfin, donc là, peut-être, je sais pas, je vais voir si je reprends un rythme où je travaille la nuit et le week-end pour... Parce que tu as l'impression que tu as moins d'inspiration là en ce moment? Ah, c'est pas moins d'inspiration. Non, c'est que en fait, j'ai envie d'écrire des choses. Mais déjà, j'ai deux projets. Ah oui, bah, justement, parle-nous de tes projets actuels. Voilà. J'ai un scénario de bande dessinée et j'ai l'envie, mais alors c'est pas du tout un projet encore professionnel ou quoi que ce soit, mais j'ai l'envie d'écrire un roman. Mais du coup, je suis censée me concentrer sur ce scénario de bande dessinée que j'ai très envie de faire, que voilà. Mais dès que le roman revient, j'ai envie de... En fait, je sens que j'ai des choses à sortir. Et quand j'ai besoin de les sortir, j'ai besoin de les sortir, quoi. Et donc, le scénario de BD, il attend un peu en parallèle, quoi. Tu vois. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au scénario de bande dessinée? C'est pas un manque d'inspiration, c'est que j'ai du mal encore à... En fait, je veux vraiment... Là, j'ai fait un scénario qui, pour l'instant, me semble un peu bateau, un peu gentillet, consensuel, parce que je travaille aussi avec des gens et que et puis c'est encore sur une autre tribu, donc il faut correspondre aussi à la société. Pour le coup, c'est la société Penant. Il faut correspondre à la société Penant et avec les collaborateurs, il faut que ça passe. Et en fait, je sens que j'ai pas sorti mes tripes, quoi. Et à essayer de les sortir, justement, j'ai des choses à creuser personnellement en moi, en fait. Je sens que tu fronces les sourcils. Non, vas-y, je t'écoute. Mais tu vois, du coup, à vouloir sortir mes tripes, en fait, c'est presque un travail psychologique. C'est-à-dire que finalement, je me rends compte que je veux parler de tel sujet, mais il va falloir que je fasse un travail sur moi pendant une semaine pour comprendre ce qui me fascine sur ce sujet, pour pouvoir ensuite le mettre en scène, tu vois. Ah ouais. Bah, moi, ça m'a pris 4 ans. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et là, c'est pas du tout le manque d'inspiration. J'ai envie de parler de choses. Mais le moment où tu arrives à structurer ce que tu as envie de dire, c'est un miracle, quoi. Parce que en attendant, juste, tu prends de l'inspiration. Et donc, il y a aussi des périodes où là, je suis dans la période où je me nourris, je lis, je regarde des vidéos, je m'intéresse. Et après, il faut que ce soit clairement des périodes de jeûne, intellectuelles. Parce qu'en fait, après, tu te compares trop, tu remets tout le temps en question ton travail et tu n'avances jamais, en fait. Donc, il faut vraiment, pour moi, alterner les inspirations où tu prends, et après, c'est toi qui sors les choses. Mais les deux en même temps, ça ne marche pas. Moi, j'étais en train d'essayer d'écrire, ça marchait bien. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je regarde des trucs sur tel sujet. Et voilà, et je n'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire ne pas travailler le soir. Je me suis couchée à 4h du mat parce qu'en fait, j'ai regardé des vidéos et des articles jusqu'à 4h du mat sur le sujet. Et ça a remis en question tout ce que j'avais déjà écrit. Et c'est très bien, mais en même temps,
ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que je suis censée remettre un scénario la semaine prochaine, tu vois. Ouais, alors ça, c'est drôle parce que toi, tu fonctionnes comme ça, alors que moi, j'aime bien me nourrir en même temps que j'écris, quoi. Tu vois. ouais? En fait, moi, j'avais pas du tout compris ce truc-là de se nourrir avant d'écrire. Donc moi, j'ai écrit énormément, hein, parce que j'ai la moitié de mon livre qui va partir à la poubelle, tu vois. Tu t'es nourrie de tes voyages. Ouais, je me suis nourrie de mes voyages, j'ai énormément écrit, mais en fait, moi, pour savoir ce que je voulais écrire, j'ai eu besoin d'écrire beaucoup, tu vois. Et ben, maintenant, je coupe énormément, et en fait, et en même temps que je fais ce travail et ben, je continue à me nourrir, en fait. J'écoute énormément de podcasts, je lis énormément de livres, je m'intéresse au processus créatif de tout le monde, et tout ça me permet d'être dans une émulsion intellectuelle permanente qui vient nourrir mon écriture d'autant plus, tu vois. Donc, pour moi, ces deux périodes sont complètement abriquées, en fait. Mais c'est intéressant de voir que toi, tu peux pas fonctionner de la même manière. C'est ça qui est aussi... En fait, disons que je le fais quand même. La preuve, c'est que je te dis, hier soir, je me suis couchée à 4h du mat parce que j'ai pas respecté cette période-là, mais je sens qu'il y a des moments où clairement, par exemple, j'arrive pas à lire de BD. Mm. Il y a des moments où je suis incapable d'ouvrir une bande dessinée parce que ça me met la pression. Ouais, Tout d'accord. de suite, je me dis que je suis pas assez bonne, que je vais pas réussir à faire aussi bien, que T'es et donc écrasée les par BD, là, le. ouais, écrasée par le talent, non, mais pas par le talent des autres, au contraire, juste par moi, le manque de confiance que je peux avoir en moi, par exemple. Ouais. Mhm. Tu vois. Je comprends. Je voulais te demander, est-ce que la publication de cette bande dessinée, cette première bande dessinée, ça a changé ta vie? Ah, c'est chou. Ça a changé ma vie. Je pense que les Mentawai ont changé ma vie. Et la BD était dans la continuité de ce changement, cet ancrage que je prenais dans la vie. J'ai l'impression que, tu sais, quand on est jeune, on croit que toutes les portes sont ouvertes. C'est ce qu'on nous raconte en même temps. C'est ce que veut nous faire croire la société dans laquelle on évolue. Je pense que on peut choisir le métier qu'on veut, que machin, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais finalement, une fois qu'on est engagé dans des rails, j'ai l'impression que c'est vraiment dur d'en sortir, tu vois. Que changer de vie, ça devient vraiment complexe quand tu vieillis. Euh, et la BD, c'était juste le pas de plus dans ces rails-là, quoi. Enfin, c'était juste. C'était un pas essentiel, énorme, etc. Mais c'était disons, une pierre de plus, quoi. C'était une confirmation. Enfin, c'était dans la lignée de ce que j'avais déjà lancé depuis des années et des années, quoi. Oui, Mais donc, par contre, ça confirme quelque chose. Enfin, je veux dire, du coup, maintenant, je peux me dire autrice. Tu vois, à l'époque où j'écrivais une BD, elle n'était pas sortie. Les gens, ils étaient là, oui, non, mais tu fais quoi vraiment dans la vie, quoi, tu vois, genre, c'est quoi ton vrai métier et ma famille, elle comprenait pas du tout, quoi. J'étais vraiment la, la, la nana tout le temps en pyjama chez elle. Enfin, ils comprenaient pas, quoi. Et donc, ça pose quand même les choses. Et puis, maintenant, c'est une super carte de visite et je suis super heureuse d'avoir fait. Et j'ai des retours des gens. Enfin, c'est vraiment extraordinaire de publier un livre. Je crois que je réalise même pas encore exactement ce que ça fait, mais c'est dans le sens où c'était quand même dans la lignée de ce que j'avais entamé depuis mes 17-18 ans, en fait. Mmh. Ouais, je comprends. Alors, quel conseil tu donnerais à des aspirants auteurs? Ne pas perdre confiance, ne pas vous sentir légitime. Enfin, vous êtes légitime à partir du moment où vous avez envie de raconter quelque chose. Et c'est s'accrocher, quoi. Vraiment, c'est pas un très bon conseil, je pense, parce que c'est un peu cliché. Mais, mais si vous avez quelque chose à sortir de vous, faut juste le sortir, quoi. Mm. Je sais pas si c'est clair. Bah si, c'est très clair. C'est un peu nul. Attends, je réfléchis encore. T'as pas un conseil, toi? Bah moi, je dirais c'est beaucoup une question de légitimité parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup bloqué, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, fais ce que tu as envie de faire, quoi. C'est toi qui te donne la légitimité de faire ce que tu as envie de faire. C'est ce que je dis. Et puis, prendre le temps aussi, parce qu'on est vraiment dans une société où on doit décrocher un travail stable et construire une vie. Et en fait,
l'écriture prend vraiment du temps, de l'espace, et c'est à la fois prendre le temps d'écrire, mais prendre le temps de prendre soin de soi aussi. Parce que, je sais pas, j'ai trop d'amis qui culpabilisent tout le temps de dormir un peu trop tard, d'avoir rien fait. Tu sais, ces journées où tu fais rien, où tu as lu un bouquin, et je suis là genre, mais c'est génial de lire un bouquin, tu n'as pas rien fait. Enfin, cette course à la productivité qu'on nous vend là, je pense qu'elle est hyper malsaine en fait. Eh ben écoute, merci beaucoup Tani, c'était hyper intéressant. Et j'espère que ça donnera plein de conseils à tous ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Donc c'était cool, merci. Merci à toi et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté. C'était un vrai plaisir et j'espère que ça va apporter des éléments de réflexion et du courage aussi. Ouais. Parce que tout ça, c'est du travail et c'est pas du tout... ça vient pas... c'est pas du talent ou quoi que ce soit à la base, c'est juste du travail. Et du coup, celles et ceux qui veulent se lancer doivent simplement travailler. Il n'y a pas de question de légitimité ou de manque de confiance, etc. Super, merci. Merci. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce premier entretien vous a plu et vous aura donné plein de pistes de réflexion. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos conseils d'écriture, conseils de lecture et maintenant entretien avec des auteurs et des autrices. À bientôt!